Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie pour votre émission médicale. Ce soir, nous allons nous pencher sur un véritable problème de santé publique. Nous parlerons de silicose, cette maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation de particules de poussière de silice. Il s'agit d'une maladie professionnelle contractée dans les mines, les carrières et les percements de tunnels. Chez nous, elle touche près de 50% de la population des tailleurs de pierre, notamment dans les régions de Batna et de Kabylie. La silicose se traduit par une réduction progressive de la capacité respiratoire jusqu'à la mort. Dans l'absence de traitement efficace contre cette maladie, la solution reste la prévention. Pour en parler justement, nous avons avec nous ce soir le professeur Nafti Selim. Vous êtes pneumophysiologue au CHU Moustapha Bacha. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Professeur, nous allons ce soir zoomer donc, sur la région de Tkout, à Batna, où il y a le plus de victimes de cette maladie. On recense dans cette région à peu près 140 morts depuis l'apparition du premier cas, et puis quelque chose comme 70 cas aujourd'hui recensés. La maladie reste méconnue. Est-ce qu'on peut savoir en deux mots et très brièvement qu'est-ce que la silicose ? Merci. Juste avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord rendre hommage aux pionniers de la lutte contre la silicose dans la région de Tkout, parce que moi je ne suis ni résident ni originaire de cette région, mais certaines personnes, et je salue particulièrement un médecin privé de la région, le docteur Djamel Hamizi, et le chef de service de pneumophysiologie du CHU de Batna, qui ont eu affaire à apprendre à recruter les premiers cas et à essayer de les traiter. Alors la silicose, vous l'avez très bien définie comme étant une maladie d'origine professionnelle. Oui. Lorsque vous êtes en face d'empoussiérage dû à des matières minérales, c'est la silice. La silice est un des minerais les plus répandus sur l'écorce terrestre. Et bien sûr, lorsque l'on veut extraire un minerai, lorsque l'on veut extraire du charbon, de l'or, du cuivre dans la roche, eh ben, on a fait appel à des outils. Ces outils sont variables, ils ont évolué depuis le temps. C'était la pelle et la pioche, et puis c'était le marteau-piqueur, etc., etc. Et puis maintenant, c'est des machines automatisées qui le font à la place de l'homme, pour éviter justement ces maladies professionnelles. Mais cette silicose dite simple, qui se voyait dans les années 50 et dans les années 30, était progressive et s'installait au bout d'une durée très longue d'installation, c'est-à-dire entre 15 et 20 ans. La situation a complètement changé avec l'apparition de cette silicose dite aiguë, c'est-à-dire qui s'installe très rapidement, dans un délai relativement court qui ne dépasse pas une année. Oui. Parce que ces sujets font une espèce de brouillard autour d'eux quand ils travaillent, parce qu'ils sont en train d'utiliser une tronçonneuse, une scie électrique, pour tailler cette pierre. D'ailleurs, ce sont des tailleurs de pierre. L'exposition est plus importante, en fait, quand on utilise des tronçonneuses. Ce n'est pas la même que lorsque la pioche. La pioche, exactement, ou bien le marteau-piqueur. Oui. Et ça crée un véritable brouillard que le sujet respire et inhale pendant toute la journée. Et ce qui explique l'installation très rapide de cette maladie. Qu'est-ce qui se passe au niveau du poumon, professeur ? Alors, au niveau du poumon, ces particules qui sont très très fines, de l'ordre du micron, arrivent dans les espaces les plus périphériques du poumon. Oui. Quand elles arrivent là-bas, elles créent un phénomène inflammatoire parce que la silice ne se dissout pas. Il n'y a pas de dissolution comme les produits organiques. Ou le poumon n'arrive pas à les évacuer. Voilà, en fait. Ne les évacue pas et n'arrive pas à les détruire. Oui. Donc, il se crée autour de ces particules une réaction à corps étranger. Et c'est de l'inflammation. Mais cette inflammation est vite vaincue parce qu'elle n'arrive pas aussi à détruire. Alors, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait ? Il pense bien faire en essayant de circonscrire par de la fibrose. Et c'est la fibrose. La fibrose, c'est quoi ? C'est un tissu de reconstruction qui essaye de reconstruire ou de limiter la propagation de ces particules. Et alors s'installe cette fibrose. La fibrose, c'est quoi ? C'est un épaississement de tout le poumon qui perd son élasticité et qui perd la capacité d'échanger de l'air. Oui. Et ainsi s'installe ce que l'on appelle l'insuffisance respiratoire qui va s'aggraver avec le temps. Qui va s'aggraver exactement pour devenir gravissime et qui va entraîner le décès du patient. Oui. On va parler un peu de la lutte aussi contre cette silicose qui dans le monde, a commencé depuis plusieurs années. Il y a eu même un programme d'élimination initié par l'OMS et par le Bureau international du travail qui a amené à une réduction très importante de l'incidence. Aujourd'hui, chez nous, est-ce que l'incidence a été réduite également ou c'est le contraire ?
Alors, nous avons en Algérie, depuis quelques années, où il y a bien sûr des déclarations obligatoires, depuis que la médecine du travail s'occupe de ces travailleurs, mais malheureusement, elle ne s'occupe que dans les entreprises qui sont déclarées, c'est-à-dire qui sont autorisées à travailler, mais ne s'occupe pas malheureusement des clandestins ou bien des petites entreprises de particuliers qui travaillent dans leur petit coin sans avoir de relation avec les caisses de sécurité sociale. Ce qui fait que, bon an, mal an, on a à peu près 1000 cas de maladies professionnelles, toutes causes confondues. Parmi ces 1000 cas, il y a à peu près 10% de silicose. Oui. 10 cas de silicose. Et quand on a voulu faire l'inventaire un peu plus prononcé, on a essayé de voir par région. Alors, à notre grande surprise, on a constaté que le centre était le moins touché, qu'ensuite venait l'ouest, avec de l'ordre de 4% des maladies professionnelles, et que 80-90% des silicoses s'étaient déclarées à l'est du pays, oui. avec Skikda en tête, suivi de Tébessa, puis de Constantine. Et quand on cherchait au niveau de Batna, on nous disait 0 cas. Oui, parce qu'ils travaillent dans l'informel. Voilà, oui. 0 cas. Et alors on a dit, voilà, c'est faux, ce n'est pas 0 cas, voici les cas. Mais ils disent, oui, mais on ne connaît pas. Et voilà le problème, le drame de ces gens. Absolument. Parce que... On va en parler longuement. Voilà. Justement, je vous invite à présent à regarder un reportage. Nous allons à Atkout, à Batna. C'est une région que vous connaissez très bien. Dans la wilaya donc de Batna, cette région enclavée, il y a très peu de débouchés professionnels. Les jeunes de cette région ne connaissent généralement aucun autre métier que celui de tailleur de pierre, un travail qui rapporte bien, mais au prix de leur santé. C'est un reportage signé Saïd Amaï. Il faut regarder. Initié par l'Association des Aurès de la Culture et des Sciences Humaines, c'est au théâtre régional de Batna qu'ont eu lieu les journées de solidarité avec les victimes de la silicose. La silicose, une maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussière de silice, handicapant la victime à vie. La silicose, comme ça a été dit à la première conférence, c'est une maladie pulmonaire malheureusement incurable qui est provoquée par l'inhalation de cristaux de silice et ça finit par donner une insuffisance respiratoire, c'est-à-dire la difficulté de respirer. Et c'est une insuffisance respiratoire, une difficulté à respirer qui est évolutive, progressive dans le temps. Et ça finit par donner d'autres complications, notamment une complication cardiaque qui va emporter le malade. C'est sur un ton grave que les intervenants annoncent que la maladie a ravi à la vie 134 victimes, outre 70 autres personnes atteintes de cette pathologie, dont certains dans un état jugé grave parmi les tailleurs de pierre dans la commune de Tkout. Les praticiens plaident pour une approche préventive des risques professionnels de la silice. C'est surtout de voir quelles sont les possibilités et les alternatives qu'on pourrait mettre en œuvre pour venir en aide, surtout à ceux qui viennent de commencer ou qui risquent de commencer ce métier très dangereux pour la santé. Face à ce constat, on ne peut plus préoccupant, nous décidons de nous rendre sur les traces de la silicose. La ville de Tkout, à une centaine de kilomètres du chef-lieu Batna, située sur un relief tourmenté. Ici, la taille de la pierre est un métier ancestral, sauf que ces artisans payent un lourd tribut à cette passion. Il y va de leur propre vie. Notre première halte, le domicile du docteur Bachir Rahmani. Plongé dans ses livres, ce médecin généraliste est doyen dans cette localité et c'est lui qui, en l'an 2000, a découvert le premier cas de la silicose. Un tel thorax normal n'élimine pas la maladie. Ça, c'est déjà un problème. Donc la maladie remonte au début des années 90. Au début, on disait des fibroses pulmonaires tout court. Mais avec le temps, vers la fin des années 90, on commençait à comprendre un petit peu. Et à l'entrée de l'an 2000, c'était clair, c'était la silicose. Donc la poussière était à l'origine de la maladie silicose en relation à silice. Une fois atteint, la maladie ne connaît pas de rémission. Il n'y a pas de marche arrière. Une fois on est atteint, on s'estime heureux dès qu'on stabilise quelqu'un.
On dit qu'on a réussi. On a réussi quoi? On n'a pas guéri le malade, mais on le stabilise. Stabilisation, c'est une réussite. Nous nous rendons par la suite au chevet d'un patient que la silicose empêche aujourd'hui d'exercer son métier. Il est alité depuis 8 années déjà. Depuis que j'ai quitté les bancs du collège, j'ai commencé à travailler la taille de la pierre, c'est-à-dire en 1996. Je me suis arrêtée en 2002 car je me sentais très fatiguée. Et c'est en 2010 qu'on m'a découvert cette maladie, la silicose. Depuis lors, je ressens des difficultés respiratoires associées à de terribles maux articulaires. Je ne peux plus travailler. Nous abandonnons Abdelhamid à ses souffrances physiques, mais pas seulement, car les souffrances psychiques sont également énormes, eu égard aux regrets et remords ressentis, car ayant sous-estimé les graves risques de cette maladie insidieuse, ayant tué tant d'artisans, laissant derrière eux des veuves et des orphelins abandonnés à leur triste sort. Je rappelle que ce reportage a été tourné il y a quelque temps à l'occasion d'une journée de solidarité avec les victimes de la silicose. Professeur, c'est une région que vous connaissez très bien, c'est une maladie également que vous connaissez très bien. Et pour cause, vous avez travaillé dessus pendant 8 ans. Hein, vous avez fait des enquêtes, vous avez suivi des malades pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, quel est le résultat de tout ce travail ? Le travail, c'était d'abord d'alerter l'opinion publique et les autorités. On voulait tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il y a danger asseoir en fait une politique de prévention peut-être autour de ce qui se passe à Kout. Qu'il y a mort d'homme et que cette mort d'homme est occasionnée par un travail qui peut être amélioré, qui peut être codifié, qui peut être où la prévention technique et médicale peuvent jouer un rôle déterminant. Oui. Parce que, vous l'avez bien dit, ces gens n'ont aucune ressource. Ils sont obligés de faire ce travail qui est par ailleurs très rémunérateur. Oui. Attention, les gens empochent des sommes colossales. Ils gagnent bien leur vie. Ils gagnent bien leur vie. Et ça transforme carrément leur environnement. Ce qui fait que même ceux qui voient leurs voisins réussir plongent là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a eu un engouement considérable au début des années 2000 sur cette profession. Oui. Et alors, nous avons eu affaire à ces cas qui sont venus. Il y a eu d'abord des cas d'interrogation. Nous n'avions jamais vu des cas de silicose aiguë comme ça. Et puis, le nombre de sujets s'accumulait au fur et à mesure des mois. Et alors, on a dit, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là qu'on s'est rendu sur les lieux et qu'on a vu ces pauvres malheureux dans des baraques, dans des zones aménagées n'importe comment, avec seul moyen de protection des chèches autour du nez et de la bouche, et avec leur qui ne protègent pas en finalité. Qui ne protègent absolument rien contre rien. Et puis on a commencé à étudier leur cas. Le docteur Hamizi, que j'ai cité tout à l'heure, avait fait un travail absolument extraordinaire. Il a recruté tous ces gens dans son cabinet, il leur a fait passer tous des radios, il leur a fait des explorations fonctionnelles respiratoires et vu qu'est-ce qui se passait. Et alors c'est là qu'on a codifié la maladie, c'est là qu'on a su quelle était son origine et on s'est dit, attention, on ne peut pas continuer à rester dans cette situation et d'assister impuissant devant ces morts de jeunes. Avant l'an 2000, la maladie n'était pas encore diagnostiquée. On la confondait avec de l'asthme peut-être. Avec beaucoup d'autres maladies, on ne savait pas que c'était de la silicose, effectivement. Oui. Mais ce n'est qu'après qu'en se rendant sur les lieux, en voyant ces cas, en faisant des radios à ces malades, en faisant des explorations fonctionnelles, qu'on a vite posé le diagnostic. Et on a demandé même l'avis de certains experts internationaux, essentiellement français, et aussi de nos voisins tunisiens qui ont des cas aussi de silicose, parce qu'eux, ils fabriquent une espèce de schéma qu'ils extraient de plantes qui poussent dans un sol très, très argileux. Et alors, c'est un tabac, traditionnel qui est la nefa. Et alors, les gens inspiraient cette poussière qui allait directement dans leurs poumons. Et qui avait donc des cas de silicose comme ça. Et on a réuni nos expériences ensemble, et c'est comme ça qu'on a initié une rencontre internationale qui s'est tenue à Batna, à l'époque sous l'égide de la DSP, de la Direction de la Santé de la Population, en ayant invité des experts étrangers, des experts algériens
et bien sûr 5 ministères, santé, jeunesse et sport, travail et sécurité sociale, formation professionnelle et éducation nationale. Et on s'est réunis, on a travaillé en conclave pendant 4 jours et on est sorti avec des recommandations que nous avons dépassées sur le bureau de M. le Premier ministre à l'époque. M. le Premier ministre a été sensible, très sensible, et a décidé de nous aider. Oui. Et il nous a vraiment aidés parce que le texte de nos recommandations est paru sur le journal officiel de la République algérienne à cette date-là, en 2008. Malheureusement, l'apparition n'a pas été suivie d'effets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mesures concrètes. Absolument. Et ça n'a rien changé. On va juste voir un spot publicitaire et on va revenir au débat. Un spot publicitaire donc, de notre sponsor. D'accord. Santé Mag vous est présenté par Saïd Al. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدال، مؤسسة في أوج النمو. Professeur Nafti, je pense que en gros, le plus gros résultat que vous avez eu de tout ce travail, c'était également la découverte d'une forme de silicose ravageuse. Oui. Oui, une forme ravageuse qu'on ne connaissait pas avant. Quand on a fait nos études médicales, on ne connaissait que la silicose dite simple, qu'on a appelée par la suite nous simple. On ne connaissait qu'un seul type de silicose, celle des mineurs de fond et celle des... Mais celle-là, on avait même des difficultés à la nommer. Certains l'appelaient aiguë. Oui. La silicose se développe en moyenne entre 10 et 12 ans. 10 et 15 ans d'exposition à la poussière de silice. Oui. Et celle-là, elle se développe en combien de temps? Au bout d'un an. Alors ça a remis tout à fait toutes les connaissances qu'on avait autrefois de la maladie. Et certains l'ont même appelée silicose maligne. Absolument. Maligne pour dire que ça ressemblait à un cancer. Parce qu'effectivement, elle ne laissait pas de temps au sujet de... Elle évoluait même plus rapidement qu'un cancer. Plus rapidement qu'un cancer. Donc silicose aiguë, silicose maligne, et c'est comme ça qu'on a établi le tableau radioclinique de cette maladie qu'on a essayé de diffuser à nos collègues en leur disant attention, il y a un autre type de silicose qui s'est développé avec la tronçonneuse et qui s'appelle la silicose aiguë ou maligne. Oui. Faites attention quand vous recevez des gens qui ont cette profession, prière de vite nous les confier ou bien de les envoyer vers un centre spécialisé. Cette maladie a été dans la plupart des cas découverte en retard, hein, puisque toutes les personnes sont pratiquement mortes, celles qui ont été touchées par cette maladie. Est-ce qu'elle est complètement asymptomatique, professeur? Au début, oui. Est-ce qu'il y a des symptômes qui doivent alerter justement la personne, peut-être? Tout à fait. Les symptômes sont tout ce qu'il y a de plus banal. Quels sont les symptômes du silicose lorsque vous avez un empoussiérage des poumons? On tousse, on crache, mais le symptôme le plus important, c'est la gêne respiratoire, ce qu'on appelle nos médecins la dyspnée. Oui. Et cette gêne respiratoire, elle est progressive, elle est d'installation progressive. Mais dans la silicose aiguë ou maligne, elle est d'installation très rapide. Au bout de 4, 5, 6 mois, 1 mois, 1 an, elle est une dyspnée de repos. C'est-à-dire que le malade a difficulté respiratoire même au repos. Le cas qu'on a vu à la télé, c'est un cas peut-être simple. Oui. Mais les autres, ce sont des sujets qui sont complètement cadavériques parce que c'est la fin de l'évolution et qui nécessitent un apport d'oxygène extérieur, c'est-à-dire une oxygénothérapie pour pouvoir respirer. Absolument. Et ils vivent dans un état d'insuffisance respiratoire aiguë qui les emporte par la suite. Et comme vous avez constaté, ce sont des sujets qui sont très jeunes, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 30 ans. Et tous nos cas sont des sujets qui ont une tranche d'âge entre 20 et 30 ans et qui décèdent dans un délai d'évolution ne dépassant pas les 2 ans. La silicose est une maladie incurable, une maladie qui ne guérit pas. On prescrit toutefois des traitements pour peut-être stopper l'évolution de cette maladie. Quel genre de traitement prescrit-on pour les silicosés?
Non, je m'excuse, on ne stoppe pas cette maladie. On arrête l'évolution? On n'arrête pas l'évolution. Une fois que vous avez ces particules dans les poumons, une fois que la fibrose s'installe, même si vous arrêtez de travailler, même si vous n'êtes plus exposé à cette poussière, la maladie s'auto-entretient. La fibrose continue à se propager dans les poumons. Et c'est ça le drame de ces maladies. Il n'y a aucun traitement curatif. Aucun traitement curatif. Qu'est-ce qu'on traite? On traite les complications, on traite les surinfections, et on traite tout ce qui accompagne la maladie, c'est-à-dire lorsqu'il fait une grippe, lorsqu'il fait une infection, lorsqu'il fait un pneumothorax, on draine. Le pneumothorax, c'est de l'air dans la cavité pleurale qu'on peut aspirer et qu'on ramener le poumon à la paroi. Mais c'est un poumon qui est complètement ratatiné, qui a perdu son asséché, qui a perdu son élasticité et qui n'est plus fonctionnel. Et donc, il ne remplit plus sa fonction vitale d'apporter de l'oxygène à l'organisme. Et c'est comme ça que l'on meurt d'insuffisance respiratoire aiguë. Le traitement médical, ce sont des corticoïdes pour essayer un peu d'améliorer l'état. Enfin, c'est des traitements des symptômes. Asymptomatiques, oui. Voilà, symptomatiques. Mais le traitement, la seule manière de prendre ces malades, c'est la prévention. En finalité, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour réduire l'exposition? Alors, pour réduire l'exposition, il y a des moyens techniques. Ces moyens techniques consistent en port de masque, mais attention, pas n'importe quel masque. Il y a des masques qui sont très spécifiques à la silice et surtout à la taille de ces particules. Parce que tous les filtres et tous les masques que l'on met devant la bouche et le nez n'arrêtent pas ces particules. Vous avez les FFP2, vous avez les FFP3, il y a plusieurs variétés de masques que les techniciens connaissent très bien. Et là, il n'y a que les médecins du travail qui sont habilités à vous donner ce type de masque. Il y a bien sûr l'humidification de l'air. Lorsque vous humidifiez l'air, les particules tombent dans le sol, sont emportées avec les gouttelettes d'eau et tombent dans le... Donc en finalité, cette profession ne doit pas être pratiquée à l'air, elle doit se faire au niveau d'ateliers par exemple. Voilà, il y a des cabines spéciales conçues pour ça, où la cabine, il y a une dépression que l'on crée, où les poussières et les particules sont aspirées directement de leur source d'émission, sans qu'elles se propagent dans la pièce. Donc il y a une pression négative dans la cabine, avec port de masque et avec humidification. Ce sont les 3 techniques actuellement en cours qui permettent d'arrêter ou de réduire l'exposition du travailleur à cette poussière. Cela, c'est du ressort justement des pouvoirs publics, en finalité... Enfin, de l'employeur, qu'il soit public ou privé. Si vous êtes un employeur, que vous avez des gens qui travaillent de cette roche et qui cassent cette roche ou bien qui la scient, eh bien vous devez leur donner tout cet équipement. Il y a obligation par la loi que l'employeur... Mais là, dans le cas de Tkout, la plupart des travailleurs sont dans l'informel. Sont dans l'informel. Donc c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de la personne qui le fait, c'est tout. Mais cette personne le fait dans toute ignorance. Et c'est ça le drame. Parce qu'ils ne parlent que de leur revenu, qui est formidable. Mais ils ne sentent pas le danger auquel ils sont exposés. Et quand ils sont exposés à malade, ils ne s'en rendent compte que lorsqu'ils deviennent insuffisants respiratoires. La solution aujourd'hui est la prévention. Pourquoi on a du mal à asseoir une véritable politique de prévention ou une stratégie de prévention dans le cas des malades de Tkout? Alors, parce que d'abord... Pour conclure, professeur. Parce que d'abord, vous travaillez dans l'informel. Qui c'est qui va s'occuper de vous? Si vous vous plaignez, vous avez à la classe vous dit, monsieur, vous n'êtes pas déclaré. Vous travaillez chez qui? Est-ce que vous payez vos cotisations? Non. Eh bien, on ne peut ni rembourser vos médicaments, ni vous réparer votre maladie. Parce que ces maladies professionnelles sont réparées par les caisses de sécurité sociale. Tous les cas de maladies professionnelles, il y a une réparation, c'est-à-dire soit le malade tant qu'il vit, ou bien lorsqu'il décède, ce sont oui, d'ailleurs, c'est tout le combat aujourd'hui des veuves, des familles, justement, et des familles, c'est d'avoir un capital décès. Voilà. Alors, la seule condition pour qu'ils puissent avoir accès à ces réparations, c'est de cotiser à la caisse sociale, de travailler dans un cadre organisé, légal, et à ce moment-là, vous pouvez exiger que l'on vous rembourse vos traitements et votre prise en charge, et qu'on vous indemnise, ou bien qu'on indemnise votre famille, si jamais vous décédez avant cette date. Absolument. Il y a donc une prévention technique et une prévention médicale. Parce que quand vous travaillez dans ces endroits empoussiérés, vous devez normalement subir, selon la loi, des contrôles médicaux réguliers. Et à la moindre apparition de lésions parenchymateuses, c'est-à-dire de problèmes respiratoires, à ce moment-là, on déclenche le processus. Oui. On vous fait une éviction. D'abord, la première chose, c'est de
sortir de cet empoussiérage et deuxièmement de prendre en charge vos maladies. Oui, absolument. Professeur, le temps est passé tellement vite. Nous arrivons à la fin donc, de cette émission en attendant donc, de régler ce problème et d'asseoir une véritable politique de prévention pour les malades de la silicose. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Je vous rappelle également que l'émission a une page Facebook pour tous vos commentaires ou vos suggestions. Au revoir.